pèse sur le coût de nos marchandises, c'est le coût du capital, hein. Quand un capitaliste, globalement, pique 35% de ce que l'on produit et n'en réaffecte que 20% à de l'investissement, vous avez la 15% de coulage qui sont des coûts que nous pouvons tout à fait supprimer, hein. Donc nous pouvons réduire le prix de nos marchandises en supprimant les 15% de coûts totalement inutiles du Oui, mais... capital. Alors, vous supprimez les capitalistes, alors il n'y a plus de capitalistes, alors ils font plus leur beurre, il n'y a plus de capitalistes, alors. Ah bah oui, Ils n'ont plus heureusement. de château, ils ont plus de château, ils n'ont plus de yacht, ils n'ont plus le... Enfin bon. Ça m'étonne Ben, avec 15% d'ailleurs, c'est beaucoup 15%. Je pense aux plus riches, je pense. Quand ils ont des milliards et des milliards, c'est quand même pas 15% qu'ils mettent dans leur poche pour s'enrichir, pour leur niveau de vie personnel. Ça m'étonnerait quand même. Quand, je sais pas, moi, les plus grosses boîtes, à mon avis, c'est quand même pas moins de 15% probablement, peut-être 5, 10% en tout cassé, peut-être 5%. non, je prends un chiffre, disons, comment on dit, macroéconomique. Nous produisons 2000 milliards d'euros, d'accord? Nous en récupérons 1300 pour les salaires ou les revenus des travailleurs indépendants. Et puis il y a donc 700 qui vont au profit, 35%. Et sur ces 700 qui vont au profit, il n'y en a que 400 qui sont investis, hein, Ouais, 20%. ah, Et d'accord. donc vous avez 300 milliards, 15% du PIB qui partent en fumée. Ceux-là, nous D'accord. pouvons évidemment les Non, mais les supprimer des milliardaires prix. pas comme réellement fumé, parce que les milliardaires qui se remplissent les poches pour leur vivre dans le confort, la richesse et tout, ils investissent quand même, ils font quand même du travail pour construire des châteaux, ou pour enfin les réaménager, pour fabriquer des yachts et tout, hein. Donc je veux dire, de ce côté-là, c'est quand même pas tout à fait perdu. Alors, il y a une partie qui va en consommation de luxe. euh, il y a une partie qui va en consommation complètement sans effet en termes ni de salaire ni quoi que ce soit. Je sais pas, Ils vont. ils achètent des résidences secondaires à l'appel et compagnie, et Oui. ils ont beaucoup ça, je pense, les riches, hein. Ils ont une grande, ils sont somptueusement logés dans un hôtel particulier ou je sais pas quoi, Paris ou ailleurs. Et ils ont dans l'immobilier pas mal d'investissements probablement et tout, et ça donne quand même du travail pour construire ces immeubles-là pour eux, hein, qu'ils achètent eux, et qu'ils sous d'ailleurs probablement tant qu'ils ne les occupent pas ou qu'ils ne pensent pas les occuper. Oui, Donc ben de ce côté-là, écoutez, c'est pas perdu pour tout le monde, hein, je pense. ben, nous ferions beaucoup mieux de produire les logements dont nous avons besoin plutôt que les immeubles des nababs. Les logements sociaux, vous voulez Euh, dire? des logements tout Ben court. oui, Pourquoi mais social? justement, d'ailleurs, le gouvernement a prévu 500 000 logements, mais à mon avis, il est loin du compte, hein. Dans pas longtemps, dans un an ou deux, 2013-2014, il y avait 500 000 logements prévus, je crois, Alors, sociaux. alors, Non, 5 000 logements en tout. Pierre, En écoute fait, la on est loin du réponse compte, de hein. Pierre. Oui, on peut tout à fait les construire, hein. Nous avons tout à fait les possibilités. Encore faut-il que nous maîtrisions la production de logements. Et pour maîtriser la production de logements, il faut supprimer la propriété lucrative qui a gonflé les prix de l'immobilier de façon Ben, invraisemblable, de toute qui, façon, ce qui coûte le plus qui cher dans nous l'immobilier, empêche c'est de le terrain. maîtriser la production. Ce qui coûte le plus cher dans l'immobilier, c'est le terrain, hein. C'est quand on voit le même logement à Neuilly ou à Neuilly-sur-Seine ou dans un village perdu de la Creuse, dans le même logement à Neuilly, c'est 5-6 fois plus cher, hein, même Bah, vous plus. signalez un point très important, Donc c'est c'est qu'il le faut terrain que qui est le, le plus cher finalement, probablement voilà, dans il le faut que logement. le sol doit être une propriété collective, hein. En aucun cas, le sol ne peut être une propriété lucrative qui permette à ceux qui sont propriétaires d'un terrain de tirer des revenus de cette propriété. Ça Mais doit le être cas en totalement Israël, supprimé. en Israël, le terrain appartient à l'État et le joint est aussi plus cher qu'en France, aussi cher qu'en France probablement. Ça ne résout pas grand-chose, hein. Ah bah alors Mais là, ça permet de s'enrichir, de oui, mais payer votre des propos est des avions contradictoire. pour... Vous dites que c'est le coût du. Oui, mais je dis, comment résoudre le problème? Parce qu'en Israël, le terrain appartient à l'État, et en fait, le joint est presque aussi cher qu'en France ou quoi. Mais pourquoi? Parce que l'État a besoin de payer des tanks, des avions, à cause des cas de guerre qu'il y a là-bas et tout. Donc il les paye en grande partie probablement grâce au prix des terrains qu'il vend et qui Alors, vont Pierre, construire des immeubles et on va tout. Oui, accueillir, ben, non, mais ce que vous dites là est effectivement très utile, comme pour bien préciser ma pensée. Encore une fois, en aucun cas, un terrain ne peut faire l'objet d'un profit, que ce soit un profit d'une Un d'État ou collectivité un profit publique particulier, ou un quoi. Ouais, profit d'une personne privée. ouais, Tout d'accord. cela doit être relevé du bien commun, comme l'eau, comme l'air. Le Mais terrain c'est des doit histoires de relever des recettes, biens non? communs. C'est
c'était en URSS, je crois, non? C'est pas en URSS? Oh, mais non, en URSS, vous aviez un dispositif qui faisait que les entreprises étaient des espèces de providence pour les salariés. Là, évidemment, une fois que la médiocrité est installée, elle n'en s'en sort pas. Non, non, il ne s'agit pas du tout que de faire des entreprises-providence, il s'agit de multiplier, comme je l'ai dit, les droits individuels à la qualification avec un salaire à vie, et ainsi de faire au contraire que les salariés ne dépendent pas des entreprises. Surtout, il faut qu'ils ne dépendent pas des entreprises. Alors, Pierre, on va accueillir d'autres auditeurs qui sont en attente. Non, Pierre, je suis désolé, mais il y a vraiment du monde en attente. Voilà, une dernière question, Pierre, et ensuite il faudra laisser la place à Michel qui est derrière. Vas-y. Mais c'est pas utopique, l'histoire de salarié à vie et tout ça. Si le type est au chômage, quand voulez-vous qu'il soit salarié à vie? Si le type veut grimper dans l'effet social, quand voulez-vous prévoir ça à 50 ans à l'avance, ou 40 ans à l'avance, enfin, 40 ans à l'avance, 30 ans à l'avance? C'est utopique tout ça. Mais personne ne prévoit. Dans les années 30, 70, 70, on pouvait faire des plans de carrière pour les cadres, par exemple. On savait que dans 10 ans on serait ça, dans 15 ans on serait ça, dans 20 ans et patati. Maintenant c'est plus faisable, ça il y a trop de variables, il y a le niveau économique qui varie trop souvent d'une année sur l'autre, les crises et tout ça. C'est plus du tout faisable ça. Mais il ne s'agit pas de faire... Au niveau de la France, il n'y a plus de plan d'ailleurs, hein, je crois. Il n'y a plus de plan indicatif au niveau de la France. Il ne s'agit pas de faire des plans de carrière pour les autres. Chacun est bien capable de faire son plan de carrière. Qu'est-ce que c'est pas du tout que... Remplir. On peut faire son plan et si on ne le remplit pas, si on n'est pas capable ou quoi, ou s'il y a un accident dans la vie ou quoi. Oui, bah c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait cet effet de cliquet d'une qualification qui ne peut pas baisser. Elle peut progresser si on passe des épreuves de qualification, mais si on a un accident ou un incident, je ne sais pas quoi, mais un divorce, il y a des tas de choses qui peuvent... Eh bien, ça n'a aucun effet, ça n'a aucun effet sur le statut de la personne, ça n'a aucun effet sur ses ressources. Le niveau de qualification est acquis à vie. Ensuite, il progresse avec des épreuves de qualification. Il peut progresser, effectivement, il peut progresser, il peut... Bien sûr. On peut être pas plus 2, puis pas plus 5 quand on est dans la fac en cours du soir. Non, c'est pas forcément par des diplômes. J'ai bien distingué la certification et la qualification. Ah bon? C'est pour ça que j'ai parlé à propos de la montée en qualification, de ce que nous pratiquons déjà à travers la validation des acquis de l'expérience. Là, il ne s'agit pas du tout de passer par l'école, pas nécessairement, non. Ça ne veut pas dire que les diplômes sont sans importance, mais ça veut dire que la progression en qualification n'est pas, je sais pas quoi, une espèce de méritocratie scolaire. Voilà Pierre, merci à toi Pierre. Merci, au revoir. Merci, passe une belle journée. On accueille Michel à présent, je vais juste rappeler le numéro du standard, le 08 92 23 95 20. On accueille Michel. Oui, bonjour Bernard. Bonjour Michel. Je me permets de dire Bernard, mais volontiers. Je suis parfaitement en phase avec tout ce que vous avez dit. Je vous l'avais entendu déjà une fois déjà. Et ça fait depuis très longtemps que j'ai subi aussi tous ces différentes étapes, disons, depuis 1968, 68, 65 et tout ça. Bon, je pense pas que ce soit une utopie. Hein. C'est pas du tout une utopie, au contraire. Au contraire. Celui qui dit que c'est une utopie, c'est parce qu'il veut pas que ça fasse. C'est réaliste, c'est absolument réaliste. Et on peut le faire quand on veut. À condition qu'on veut le bien, c'est tout. Voilà, c'est une question de volonté politique, mais les institutions existent, les institutions de la cotisation existent. Tout existe et toute dette d'État n'est pas légitime du tout. Absolument. Les dettes de famille, évidemment. Une famille, pour acheter une voiture, il faut qu'il y ait un crédit. Voilà, tout à fait. Ça, ces dettes-là doivent être honorées, bien sûr. Parce que c'est tout. Il y a pas, et puis la terre appartient à tout le monde. Voilà. J'ai eu des rencontres avec des jeunes comment ça s'appelle, des facultés et compagnie, oui. de droit et de social, et tous les jeunes m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi, ils étaient même en avance avec moi sur l'histoire de la propriété. Parce que la propriété lucrative, ça nuit à tout le monde. Voilà. Il ne reste plus rien pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut bien faire cette distinction entre propriété lucrative et propriété d'usage. Tout ce qui est indispensable pour vivre, l'eau, l'air, la terre, doit être accessible à tout le monde. Oui, tout à fait. Et gratuitement, oui. Certainement. Je suis bien d'accord. Mais ça, c'est... Un tout petit détail que je voulais demander. Il y a eu dernièrement, justement, les impositions. C'est un tout petit détail, mais ça montre bien les choses.
l'imposition sur les revenus. Ceux qu'on fait, moi je ne suis pas au scolaire, je ne suis pas salarié maintenant, mais ceux qu'on fait des heures supplémentaires, et on leur a réclamé maintenant les impôts sur ces heures supplémentaires qui étaient non imposables. Mais par contre, ces entreprises qui ont profité de ça, hein, de non-charge sur ces heures supplémentaires, on leur a rien réclamé. Non seulement on leur a rien réclamé, mais Hérault leur a fait un cadeau de 20 milliards, hein, puisque aux exonérations de cotisations employeurs qui existent déjà, hein, et qui donc sont... ça marche tous ensemble. Voilà, pour qui sont... tous ensemble, mais dans un autre sens. Voilà, hein, c'est... Oui, je suis d'accord avec vous, entièrement. Vous disiez tu veux nous laisser, Michel, ou tu voulais ajouter quelque chose? Je vais laisser la place à d'autres aussi, mais disons que moi je suis complètement en phase avec ça, mais à 100%, on peut dire. Je sais très bien, disons. Oui, on en a déjà parlé. Eh bien, merci, Michel. Je vous reverrai. Hein. Au revoir. Merci beaucoup, Michel. Et juste pour préciser sur Jean-Marc Ayrault, donc effectivement, ces 20 milliards, d'où viennent-ils exactement? Quel est ce cadeau qu'il a fait au patron pour rappeler cet élément? C'est énorme, hein, puisque ça vient doubler les exonérations déjà existantes, qui sont à 30 milliards. Alors, les exonérations existantes, c'est le fait que pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, donc 1800 et quelques euros net par mois, les cotisations employeurs, c'est-à-dire la cotisation qui est au-delà du salaire brut, hein, sont supprimées pour le régime général au niveau du SMIC, et puis ensuite c'est dégressif jusqu'à être complète, disons, à 1,6 SMIC. Ça, c'est une mesure qui a été prise, des mesures qui ont été prises au cours des années 90 et qui ont été généralisées avec les 35 heures, d'une part, pour les entreprises qui faisaient les 35 heures, puis pour toutes les entreprises avec les gouvernements Chirac et Fillon. Le régime général, d'ailleurs, n'a pas de manque à gagner dans cette affaire, hein, puisque les cotisations qui sont ainsi exonérées sont compensées totalement par une dotation budgétaire aux caisses, si bien que, par exemple, chaque fois qu'un salarié est payé au SMIC, eh bien, l'État verse près de 5 000 euros par an au régime général et du coup a 5 000 euros en moins à consacrer au recrutement de fonctionnaires. Ainsi, les réformateurs ont leurs deux cibles de toucher, la cotisation d'une part, la fonction publique d'autre part. Alors, Ayrault, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait un truc plus subtil, mais qui a exactement le même résultat. Et c'est gravissime parce que ça concerne les salaires jusqu'à 2,3 SMIC, je crois, je ne suis plus tout à fait sûr de moi. Donc ça concerne non plus simplement les salaires inférieurs à 1800 euros, c'est-à-dire c'est 50% des salaires, hein, c'est le salaire médian, 1800 euros net par mois. Mais également la quasi-totalité, enfin pas la totalité, mais enfin 85% des salaires, quand on sait qu'il n'y a que 10% des salariés qui gagnent plus de 3000 euros par mois. Vous voyez, 2,3 SMIC, on est au-dessus de la moyenne. Autour de 2500 euros par mois, et donc ça concerne une grande majorité des salariés. Et bien là, il s'agit pour les employeurs de payer les cotisations, bon, d'accord, mais ils sont remboursés. Ils sont remboursés par l'État. Donc ça revient bien au même. Hein. Oui, ça revient au même, oui. Ça revient absolument au même. C'est une entourloupe, et ça, les socialistes sont tout à fait les spécialistes de la chose, puisqu'ils font, sous un vocabulaire de gauche, une politique de droite. Et on est bien dans cette même continuité dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de rupture entre les différents gouvernements, on reste dans la même logique. Bien sûr, que ce soit voilà, depuis, on peut dire Giscard, à peu près, même Pompidou. Oui, et c'est une énorme responsabilité des socialistes, parce que c'est comme ça qu'ils désespèrent les catégories populaires. C'est une responsabilité historique qu'ils prennent, et je serai d'eux, je ne serai pas très fier de moi. Bien sûr. Alors on va accueillir Farid à présent. Bonjour Farid. Oui, bonjour. On t'écoute, bonjour. Farid. Alors voilà, moi j'ai deux petites questions. Tout d'abord, parce que je vois pas trop un petit peu le process. Tout cela, si je comprends bien, peut-être que j'ai mal compris, c'est basé quand même sur une
prééminence du politique sur l'économique. Alors la question est la suivante, est-ce le cas en ce moment? Parce que voilà quoi. Hein. Deuxième question, c'est est-ce que ces situations-là ne sont pas liées à des rapports de force? Dans la mesure où, par exemple, je peux vous donner un cas concret, il y a la personne là qui s'est immolée par le feu, c'est d'une tristesse inouïe. Oui. Et je dis, est-ce que là, il n'y a pas une faiblesse dans la mesure où on voit l'apathie des gens, quoi. Il n'y a plus de réaction. Il y a plus d'indignation au sens noble du terme. Ça, c'est la deuxième question. Qu'en pensez-vous, quoi, hein? Et puis, la troisième question, c'est compte tenu de la mondialisation financière, de ce qui se passe actuellement financièrement, est-ce que il n'y a pas un côté un petit peu trop tard, quoi? Quelles sont les armes disponibles qui nous restent? Parce que c'est ni plus ni moins que de la lutte des classes, tout ça. Si on veut revenir à des bases et, comment dire, se faire respecter, voilà, pour être, je dirais, populaire dans mon langage, pour pouvoir se faire respecter. A-t-on les moyens d'une lutte des classes? C'est les trois questions que je pose et si vous pouviez m'y répondre. Donc, comme il y a eu beaucoup de choses, j'essaie de résumer. Donc, première question, c'était la proéminence de l'économie sur le politique. Alors oui, bien sûr que les politiques aujourd'hui ont renoncé à toute... Est-ce qu'on peut même pas dire, excusez-moi de vous interrompre, parce que je suis absolument... Non, mais bien sûr. Qu'ils sont même au service, quoi. Moi, c'est l'impression qu'ils me donnent. Hein. Oui, ben, ils ont renoncé à une maîtrise politique de l'économie. Est-ce que c'est pas pire qu'un renoncement que d'être au service? Au service, puisque ils ont été formés dans les mêmes écoles, ils ont le même point de vue, ils sont devenus responsables politiques en donnant des gages finalement aux propriétaires lucratifs. Oui, bien sûr, hein, que nous avons actuellement, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une telle crise du politique, et nous avons actuellement des politiques qui, en aucun cas, n'assument ce que vous avez appelé la dignité, hein, le fait de se faire respecter. Je parlais trivialement, populairement. Hein, oui, mais vous avez raison. C'était le mot qu'utilisait Ambroise Croizat en mettant en place la sécurité sociale en 1946. Lorsqu'il crée les caisses de sécurité sociale au premier semestre 1946, Croizat parle de dignité des travailleurs. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, bien sûr. Bien sûr que les hommes politiques aujourd'hui, ou les femmes politiques, à l'exception de minoritaires, disons, dans la gauche de gauche, sont dans la logique de servir le capital, et ce serait encore bien pire d'ailleurs si c'était le Front National, où là nous avons des leaders politiques qui sont totalement corrompus, comme le sont beaucoup trop de politiques. Par corruption, j'entends le fait de prendre des mesures au service de ceux qui décident de l'économie contre nous. Alors sur l'apathie face à l'immolation par le feu, oui. C'est plutôt un signe d'apathie, non? Ce que vous dites... Ah oui, le fait de... Un grand signe de faiblesse. Ah, le fait de s'immoler, oui, le fait de s'immoler. Je pensais que vous vouliez faire allusion au fait que cette immolation n'avait pas suscité, je ne sais pas de quoi, de manifestation, en fait, etc. Tout, dans tous les sens du terme. Oui. Non, mais ça, c'est assez fréquent dans les périodes de crise. Hein, c'est que les dirigeants en rajoutent, intimident,
et comptent sur cette intimidation pour que ceux qu'ils dominent fassent le dos rond, espèrent encore s'en tirer en étant encore davantage subordonnés. Oui, bien sûr, il y a cela, hein. Mais je voudrais quand même aussi insister sur le fait qu'il y a une énorme, d'abord, un énorme refus de ce dispositif dans toute une partie de gens qui sont invisibles, hein, les médias n'en parlent pas, mais qui explorent des voies du travail qui, ne, qui désobéissent à l'injonction d'être employables sur le marché du travail. Bon, ça, je crois que qui c'est... ne sont pas dans leur bien-pensance. Voilà, je pense que ça, ça existe. Moi-même, je suis invité, alors c'est des formes plus classiques, mais je suis invité par la CGT, Sud, enfin Solidaire, la FSU, la CNT, les Amis du Pont diplomatique, le Parti communiste, le Parti de gauche, le NPA, la Fédération anarchiste, les alternatives libertaires, et j'en oublie sans doute. Bon, de ce côté-là, il y a aussi une mobilisation. Alors, une mobilisation qui, premièrement, est minoritaire, même si elle peut mettre beaucoup de gens dans la rue, mais deuxièmement, et c'est là qu'il faut vraiment avancer, et c'est un petit peu l'objet de tout le travail de Réseau Salariat, une mobilisation qui est sur des mots d'ordre qui peuvent être des mots d'ordre qui ne sont pas exacts, hein. Le mot d'ordre du plein emploi, il nous enferme dans le marché du travail, alors qu'il s'agit de revendiquer le plein salaire pour tous, la pleine qualification pour tous, et non pas le plein emploi, hein, qui nous livre à des employeurs. Le mot d'ordre de pôle public du crédit, il légitime finalement le crédit privé. Et ça sera un jour, ce pôle public, ça fait depuis un siècle qu'on fait des pôles publics de crédit. Un jour, c'est la socialisation des pertes et la privatisation des profits. Le mot d'ordre de plus de pouvoir aux salariés, pardon, c'est un mot d'ordre qui reste beaucoup trop vague et qui n'affirme pas que les salariés doivent être les seuls propriétaires d'usage des lieux de travail. Et qu'ils doivent l'être, effectivement. Enfin, il y a le fait de revendiquer une allocation d'autonomie pour la jeunesse, alors qu'est-ce qu'il s'agit de revendiquer pour les jeunes et pour tout le monde à partir de 18 ans, c'est un salaire à vie. Enfin bref, toute cette mobilisation qui est importante, hein, elle est vraiment, on a vu tout le monde qui s'est trouvé dans la rue en 2010 contre la réforme des retraites, elle est sur des mots d'ordre qui sont tout à fait insuffisants, voire faux. Taxer le capital comme le travail, c'est un mot d'ordre désastreux qui légitime le capital. Il ne s'agit pas de taxer le capital, il s'agit de le supprimer, et pas par une démarche utopique, de le supprimer parce que nous le faisons déjà à travers la cotisation économique, à travers la cotisation sociale, pardon. Il s'agit de transposer ce que nous faisons. J'ai donné l'expérience de la maladie, où on finance l'investissement hospitalier par une hausse du taux de cotisation et non pas par un appel aux propriétaires lucratifs, aux compagnies d'assurance et aux marchés financiers. Eh bien, il s'agit de créer une cotisation économique pour financer tout l'investissement. Voilà des mots d'ordre de mobilisation qui sont erronés ou très insuffisants, qui finalement n'honorent pas le passé révolutionnaire de la classe ouvrière, la lutte de classe. Je pense que vous avez eu parfaitement raison de prononcer ce mot qui est tabou. Finalement, on entretient avec la classe ouvrière un rapport nostalgique, souvent, hein, alors qu'il s'agit au contraire d'avoir un rapport actif, c'est-à-dire de pousser plus loin les éléments d'émancipation qu'elle a conquis autour de la cotisation, etc. Alors, sur la mondialisation financière qui aurait gagné et nous n'aurions plus d'armes pour nous faire respecter, mais bien sûr que si, c'est nous qui produisons la valeur. Oui, les autres sont des parasites, et ça c'est quand même une très grande faiblesse d'être un parasite. Même si ces parasites ont avec eux le discours universitaire dans sa majorité, les médias dans leur majorité, la police et l'armée, etc., et nous intimident et nous tiennent par le chantage à l'emploi, par le chantage à la dette, oui, oui, oui.
C'est vrai. Et en même temps, c'est quand même nous. Quand on dit que Mittal fait vivre 20 000 ouvriers, mais enfin, c'est les 20 000 ouvriers qui font vivre Mittal. Il ne faut quand même pas inverser les choses. Mittal, il les empêche de travailler. Il ne les fait pas travailler. Donc, à partir du moment où on sort de cette espèce de soumission pour dire, ben non, le roi est nu, c'est nous qui sommes les producteurs, c'est nous qui sommes les propriétaires, alors devient possible un mouvement de révolte qui sera aussi un mouvement de libération parce qu'il y aura eu tout ce travail d'éducation populaire qui aura été fait pour que ce mouvement de révolte ne se dévoie pas dans les fourgons du Front National, etc. Donc moi j'ai plutôt très bon espoir que de notre capacité à transformer l'inévitable révolte. On ne va pas imposer 10 ans d'austérité au peuple européen sans qu'il révolte. De préparer une issue émancipatrice à l'inévitable révolte. Voilà Farid, on va accueillir du monde derrière toi, je suis désolé. Je voulais dire, oui, mais dans ce cas-là, quand je vois le résultat, par exemple, de la grève pour les retraites, hein, toutes les manifestations, résultat, écoutez, je vais être un petit peu virulent, hein, mais c'est ma manière de parler un petit peu, bien que je reste poli, entre rien et pas grand-chose, dans le résultat, je suis pas loin de la vérité. Ah mais c'est encore une fois, ce que l'on réussit, disons, depuis 30 ans, c'est à contenir les assauts. Mais nous ne gagnons plus rien. Hein, nous ne gagnons plus rien. Et c'est bien pour ça qu'il faut changer aussi de mot d'ordre. Il ne faut pas espérer qu'on va grignoter dans la logique du capitalisme, qu'on va moraliser le capitalisme, qu'on va, etc., etc. Nous ne pourrons être victorieux contre les réformateurs que si nous sommes beaucoup plus radicaux dans les mots d'ordre que nous popularisons auprès de la population. Et évidemment, si sur un tract, on dit mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'employeurs? Est-ce qu'on ne pourrait pas être propriétaire de l'entreprise dans laquelle nous travaillons? De toutes les entreprises, pas uniquement les grandes, toutes. Ah ben, ça va surprendre, évidemment. Bien sûr que les salariés sont tellement habitués à la soumission qu'ils vont être surpris. Mais alors, parce qu'on aura commencé à engager le débat, alors on va pouvoir avancer sur notre propre terrain. Voilà Farid, on va accueillir Jacques. Je vous remercie. Merci, ça ne répond pas, vous savez, je ne prétends pas répondre aux questions, je fais écho, disons, à ce que vous dites. Hein, Non mais je vous remercie, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout, mais je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup Farid. Farid. Bien. Merci Bonne beaucoup journée. Farid. Merci à toi. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, on accueille Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour Lisandre, et le monsieur s'appelle Bernard. Bernard, enchanté, excusez-moi. Bon, vous avez dit tellement de choses intéressantes que je suis un petit peu perdu finalement dans les pensées. J'ai énormément de commentaires qui me sont venus, que j'ai oubliés, que j'ai laissé filer. Je vais essayer d'être synthétique. Pour la première chose, c'est que je n'avais pas en fait de questions à vous poser initialement. C'était juste pour témoigner parce qu'à un moment, je me sentais très concerné sur la formation, sur la compétence. Et moi, je voulais témoigner. En fait, j'ai quitté l'école. Aujourd'hui, en fait, je suis qualifié d'ingénieur. Il m'arrive parfois de gagner 5 000 € net par mois. Tout comme il m'est arrivé de rester sur de longues périodes de chômage à 2 000 € par mois. Et j'ai subi en fait toutes les étapes qu'on peut rencontrer, à savoir aller à la NPE pour vous dire que vous êtes nul. Ça, c'était au tout début. Ensuite, voir des sociétés de services qui profitaient de mes compétences en fait pour me payer une misère, comme c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et puis finalement, je m'aperçois, sans avoir même mon brevet des collèges, j'ai réussi finalement à obtenir cette fameuse place compromettant aux ingénieurs quand ils font leurs fameuses études 5 ans après le bac, et qui sont encore, eux, aujourd'hui formatés, même si je pense que depuis quelques années, on les prévient que c'est plus, qu'ils ne s'attendent pas non plus à être considérés comme des rois, sauf pour certaines grandes écoles. Et d'ailleurs, on les repère très très vite aujourd'hui dans le travail, ces gens-là, parce qu'ils ont beaucoup de mal justement à redescendre les pieds sur terre, ils s'attendent à être reçus avec un tapis rouge. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, comment dire, et puis vous parliez aussi en fait d'être beaucoup plus radical en fait dans la façon de lutter contre le capitalisme. Moi demain je serais tellement heureux d'avoir une société plus égalitaire et même quitte à gagner moins de salaire. Je sais très bien qu'on n'a pas besoin de 5 000 € pour s'en sortir aujourd'hui.
mais on a besoin de beaucoup d'argent parce qu'on a des gosses, parce que l'immobilier a atteint des prix complètement dingues. Moi, je peux pas être propriétaire même quand je bosse comme un fou. Mais j'observe, en fait, vous avez dit tellement de choses, mais j'observe que mes gosses aujourd'hui qui sont en première, en troisième, au collège, on leur enseigne de la même façon les mêmes choses, c'est-à-dire on les rend pas dépendants, on les prépare pas à être actifs, on continue à les soumettre à une autorité, exactement comme dans les années 80 quand j'étais au collège. Et je me dis, s'il y a un travail aussi à faire, c'est au niveau aussi du corps enseignant. Et puis, désolé si je me mélange, mais je constate aussi différentes façons d'agir et d'être dans la société professionnelle. Parce que vous parliez du monde ouvrier que je connais très très peu, même si j'en suis issu de par mes racines. Mais ce que j'observe, c'est quand on prend un tramway dans une zone du nord de Paris où il y a vraiment beaucoup de milieux ouvriers, on n'a pas du tout le même ressenti au niveau des gens que ceux qu'on peut avoir sur la ligne du tramway T2, c'est-à-dire celle qui va à la Défense, où tous les gens baissent le nez sur leur iPad et sont concentrés et uniquement concernés, semble-t-il, en tout cas ça c'est mon intuition, par leur salaire et puis par tout ce qu'ils vont pouvoir faire gagner à leur boîte. Il y a un décalage vraiment entre les gens qui ont besoin de bouffer pour payer leur loyer et pour avancer dans la vie, et ceux qui ont déjà, je dirais, une certaine aisance et qui se posent pas de questions, ils sont concernés que par les technologies. Enfin voilà, je sais que ça peut paraître bêta ce que je dis, très simplet, mais j'aurais tellement de choses à dire que voilà quoi. Mais c'est vraiment pour témoigner et dire que je déteste les jeunes minettes à bac+5, les blondasses qu'on rencontre durant des recrutements qui n'ont aucune culture, qui sont tellement scolaires et qui vous reçoivent des bonhommes de 35 ou 40 ans qui ont eux une culture, une expérience de la vie. Et vous avez presque envie de claquer la porte et de partir. Et puis parfois, par chance, vous rencontrez une personne, une femme ou un homme mature avec de l'expérience qui, lui, va vraiment essayer de voir quelle est votre personnalité, non pas au nom d'un principe, d'un dogme ou d'une plaquette commerciale au sein d'une entreprise, savoir si vous correspondez ou pas, mais qui vraiment va voir votre sens humain. Mais ça, souvent, quand on a la chance de rencontrer des gens comme ça, ce sont des gens qui ont atteint un certain âge et qui ont une maturité. Malheureusement, aujourd'hui, les minettes, et c'est pas du tout contre les femmes, hein, c'est une image que je donne, mais les minettes à bac+5 qui se pointent et qui vous demandent encore aujourd'hui pourquoi vous voulez rejoindre une entreprise ou qu'est-ce qui fait que des questions bidons. Ce genre de nanas exaspère parce qu'elles sont complètement formatées. Elles ont fait de la psycho ou elles ont fait sociaux. Et puis elles connaissent rien de la vie, mais par contre les boîtes, les SS2I sont tellement contentes d'engager des nanas qui sont payées que dalle et à qui on présente une carotte et qui elles vont recevoir des bonhommes de 35-45 ans avec beaucoup d'expérience et qu'elles vont arriver parfois même à intimider, à faire taire, non pas parce qu'elles ont une dialectique ou parce qu'elles ont un savoir, mais simplement parce que elles vous rappellent très très rapidement en fait que ce que vous demandez, par exemple 3 000 € par mois quand vous avez 10 ans d'expérience, que c'est déjà énorme et beaucoup trop. Et finalement, quand vous sortez de ce processus, que vous vous dites que c'est pas possible et que vous avez la chance de rencontrer des boîtes qui, elles, malheureusement sont rares, entendent vos compétences, les voient, entendent vos réponses qui collent très bien à ce que vous avez marqué sur votre CV, quand bien même vous êtes comme moi autodidacte, et bien d'un seul coup, votre salaire, il fait un bond de 20%. Et là, vous vous dites, il y a un truc qui cloche. Donc voilà, quoi. J'ai énormément d'expérience, j'ai eu plusieurs périodes de chômage, j'ai dû me battre, j'ai pas de diplôme, j'ai passé juste des formations professionnelles et une fois, j'ai eu la chance de tomber sur une femme de la NPE, à l'époque où elle était distincte de la CEDIC, qui m'a sorti de la mouise alors que j'étais en fin de droit parce que il y avait une nouvelle filière informatique qui était prometteuse et qui l'est toujours aujourd'hui et qui m'a permis de rebondir. Et grâce à cette fameuse filière qui est en vogue depuis maintenant 8-10 ans, eh bien, oui, parfois je peux gagner jusqu'à 5 000 € et il y a des fois où je reste 6 mois au chômage à 2 000 € parce que maintenant je refuse de bosser pour un salaire de minable. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, et je conclurai là-dessus, il y a beaucoup d'ingénieurs qui, parfois même à 33, 35 ans, travaillent depuis 8-10 ans. Donc on va dire que ce sont presque des seniors, hein, si ce n'en est déjà pas, et que ces ingénieurs sont payés une misère et ressemblent beaucoup à l'idée que je me faisais des ouvriers qui descendaient à la mine. Pour moi, aujourd'hui, les ingénieurs, qu'ils soient diplômés ou pas, au prix qu'on les paye pour les heures de travail qu'ils font et les exigences en termes de stress aigu qu'on leur donne, je trouve que ce sont les mineurs d'hier. Voilà, pour moi, ce sont les gens qui descendaient à la mine. Et j'ai beaucoup de respect pour toutes les catégories artisanales et ouvrières.
Et voilà, et puis je conclue donc en disant que ouais, demain, s'il fallait effectivement, et je ne sais pas, j'écoute beaucoup d'hommes politiques, j'écoute les mouvements, je les connais pas tous, je les ai pas tous entendus, mais c'est vrai que demain, en tout cas, j'ai un sens égalitaire et j'aimerais beaucoup que cette société change parce qu'elle pue et il y en a marre. Et puis merci à Radio Lycée maintenant d'être ce qu'elle est, parce que je vous écoute énormément et toi entre autres Lisandre. Voilà. Merci beaucoup Jacques, merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Ben, merci pour ce témoignage. Il n'y a pas vraiment de questions, mais si vous voulez réagir, Bernard, bien sûr. on vous écoute. Je peux faire écho à ce que vous dites, Jacques, à propos des sociétés, des 2S2I, des sociétés de services, et votre comparaison du cadre qui descend à la mine. Je trouve ça tout à fait fondé, même si pour certains auditeurs, ça peut paraître incongru. Exagéré, oui. Oui, il y a un usage de... Alors, le fait que vous les désignez comme femmes peut se discuter, mais ce sont de fait souvent des femmes. Mais il y a un usage d'intermédiaires sur le marché du travail, ou dans des sociétés d'intérim, ou dans des sociétés de 2S2I, souvent mal payées, qui participent à ce travail d'appauvrissement de soi qu'impose le marché du travail. Et vous avez raison de préférer le chômage à cela. En même temps, indirectement, vous rendez hommage à ce système d'indemnisation qui vous permet de gagner 2000 euros. Certes, c'est moins que votre salaire, mais ça vous donne quand même une partie de votre salaire. Ça, c'est une conquête énorme, hein, et vous avez en permanence des réformateurs qui veulent que le chômage soit simplement la garantie d'un minimum pour les plus pauvres, hein, et que vous avez des campagnes sur le scandale des chômeurs qui sont trop indemnisés, enfin, etc., etc., etc. Oui, vous avez raison de préférer le chômage à ce formatage. Vous avez raison d'aspirer, et j'espère que vous trouverez les lieux pour pouvoir le faire efficacement d'un point de vue militant, d'aspirer à une société débarrassée du marché du travail, débarrassée des inégalités salariales scandaleuses que nous connaissons. À Réseau Salarial, on propose un rapport de 1 à 4, que tout le monde soit payé entre 1500 et 6000 euros par mois. Une école également qui n'apprenne plus la soumission à l'autorité, c'est pour ça que je faisais allusion à une école sans filière et sans notes, et une forme d'éducation civique qui fasse que dans le T2, entre la Défense et Versailles, on ne soit pas plongé dans son iPad. Je suis bien d'accord avec vous. On accueille François à présent. Bonjour François. Oui, bonjour Lissandre, On bonjour t'écoute. Bernard. Bonjour. Bonjour. Donc d'abord, je vous remercie pour l'idée du salaire à vie. Hein, donc c'était une très belle idée. Elle est tellement belle qu'elle choque, parce que la première fois que je l'ai entendue, j'étais vraiment très choqué, étonné en fait. En tout cas, ça suscite un questionnement. Alors d'abord, la première question, j'aimerais savoir au niveau du financement. C'est financé par les entreprises, c'est ça? C'est financé par la valeur ajoutée des entreprises. Bien sûr, il y a une cotisation. Mais c'est ce que vous avez déjà actuellement pour la santé et la vieillesse. Hein. C'est pas votre entreprise qui paye, je sais pas quoi, votre opération du cœur. Hein. Elle cotise, et c'est cette partie de la valeur ajoutée qui est mutualisée dans une caisse de santé qui garantit votre couverture santé, quels que soient les aléas de votre rapport au marché du travail, quelle que soit la dynamique ou pas de votre entreprise. En matière de pension, c'est pareil, c'est pas votre ancien employeur qui paye votre pension, l'entreprise cotise, cette mutualisation des valeurs ajoutées qui garantit la sûreté des pensions, indépendamment du fait que votre ancien employeur existe encore ou plus. Donc, il s'agit de faire pareil pour le salaire direct. Hein. Pour le moment, ce que je viens de dire là, c'est 45% du salaire qui a échappé à la logique qui est mutualisé entre entreprises.
Et il faut maintenant que 100% du salaire soit mutualisé. Et donc que les entreprises ne payent plus leurs salariés, qui du coup ne seront plus leurs salariés, ce possessisme tellement désagréable, puisque ce seront des copropriétaires d'usage de l'entreprise, que l'entreprise cotise. Oui, si on veut financer un salaire à vie, alors tout dépend du salaire moyen, mais qui est entre 1500 et 1600, entre 1500 et 6000 euros par mois, évidemment, il y a plus de gens à 1500 qu'à 6000, 6000 c'est une petite minorité, mais si on veut financer cela, il faut, tout dépend du salaire moyen, hein, que l'on veut obtenir, mais il faut à peu près 1300 milliards de notre PIB actuel. Et ces 1300 milliards, enfin, je parle de ce qui est accessible, hein, ça représente un salaire moyen de 2600 euros à peu près, puisqu'il y a 50 millions de personnes à payer entre 18 ans et leur mort. Ces 1300 milliards correspondent donc à un peu moins enfin à 65% du salaire du PIB. Ça représente donc une cotisation salaire qui serait de 65% de la valeur ajoutée, plus une cotisation investissement pour financer l'investissement. D'accord. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Dans la cotisation actuelle, la cotisation patronale et salariale est basée sur le salaire versé par l'entreprise. D'accord? Donc, il y a un salaire existant. Mais dans ce que vous proposez, une personne arrive à l'âge de 18 ans, elle n'a pas de salaire. Et dès 18 ans, elle bénéficie d'une cotisation à laquelle elle n'a pas contribué. Voilà. Oui. De même que le droit de vote est attribué à quelqu'un qui n'a pas encore voté. Hein. Par définition, au départ, c'est un postulat. Hein. C'est ça un droit. Un droit, c'est que ce que justement le capitalisme nous refuse, c'est-à-dire la maîtrise de la propriété, de la valeur économique, pardon, et donc la propriété d'usage de notre travail, nous l'affirmons comme droit. Et c'est bien sûr qu'attribuer un niveau de qualification et donc un salaire à quelqu'un, c'est faire un pari, hein, mais c'est un pari qui, à mon avis, est tout à fait judicieux. Quand on voit le gâchis énorme des jeunes qui sont victimes du marché du travail, le gâchis de leurs capacités, oui, bien sûr, mais c'est toujours comme ça la sécurité sociale. Hein, ça veut dire qu'on étend la sécurité sociale au salaire à vie. C'est la valeur ajoutée qui est produite sur les lieux de travail qui génèrent la cotisation, oui, ça c'est sûr. D'accord. Alors, deuxième question. Moi, je suis dans l'entreprise et je cherche des employés qui, effectivement, que je ne paye pas, hein, parce que c'est la caisse qui leur paye leur salaire. Absolument. À vie. Oui. D'accord. Moi, je propose un emploi de nuit, par exemple. D'accord. Oui. Dans le système que vous proposez, la personne qui reçoit un salaire à vie, évidemment, va s'orienter vers un métier qu'elle a choisi, qu'elle préfère. Oui. Hein, puisqu'elle n'a pas la contrainte de trouver un travail pour se nourrir. Tout à fait. Voilà. Mais moi, entreprise, je propose un poste qui n'est pas agréable, qui effectivement n'est pas séduisant. Alors, comment résoudre ce problème? Alors, il y a une partie du travail de nuit qui n'est pas du tout indispensable. Hein. Il y a une partie du travail de nuit qui est indispensable, mais il n'est pas indispensable de produire des automobiles la nuit. Ce n'est pas une industrie de process qui suppose que les appareils ne soient pas arrêtés. On peut arrêter ces industries. Alors pour les industries de process qui exigent un fonctionnement continu, là, il faut trouver effectivement des formes qui rendent le travail de nuit non nuisible pour la santé. Parce que c'est ça la question. On ne peut pas se contenter de dire que ceux qui font du travail de nuit vont avoir leur retraite 5 ans avant les autres parce que leur espérance de vie est diminuée d'autant.
c'est vraiment accepter cette atteinte à la santé. Donc il faudra trouver des formules qui existent déjà quand même de turnover, mais des formules de turnover qui ne sont pas si évidentes que ça, parce que ce sont peut être des métiers très techniques dans lesquels on ne peut pas être interchangeable si facilement. Donc le problème est réel, hein, le problème est réel. Nous aurons à l'affronter. Cela dit, d'autres métiers, comme par exemple le métier qui, lui, n'est pas je ne parle pas des métiers de nuit, je parle des éboueurs, par exemple, ou des métiers qui, comme vous le dites, sont peu gratifiants. Il faut faire attention, c'est pas si sûr que ces métiers soient si peu gratifiants que ça. Quand on fait des enquêtes en sociologie du travail sur le rapport au travail des éboueurs ou autres, on a plutôt un rapport positif, parce que les éboueurs, même s'ils ne le disent pas dans les termes où je vais le dire, savent bien que si on supprimait le ramassage des ordures, l'espérance de vie diminuerait davantage que si on supprimait les hôpitaux. Ils ont une conscience de ce qu'ils font. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est effectivement le fait de devoir travailler de manière invisible la nuit, enfin en soirée ou Très tôt le matin. Très tôt le matin, parce qu'il ne faut pas que le nettoyage soit vu. Enfin, c'est des choses. J'étais dans un train récemment où j'étais content que le travail de nettoyage soit fait pendant le voyage, mais le chef de train s'excusait auprès des voyageurs de la chose, alors qu'enfin on rendait visible une tâche dont un des aspects désagréables est qu'elle est invisible, justement. Donc, comme ces techniciens de surface, ce qu'on appelle hommes ou femmes de ménage, qui viennent la nuit dans les grandes entreprises faire les bureaux, et comme ça personne ne les voit, à part ceux qui restent travailler très tard. On a l'impression que comme par magie, du jour au lendemain, tout s'est nettoyé, alors qu'il y a évidemment des gens, souvent dans des situations extrêmement difficiles, parfois sans papier, qui sont venus nettoyer ce bâtiment la nuit, alors qu'ils auraient très bien pu faire le matin ou l'après-midi. Oui, donc c'est pour cela que les conditions d'emploi sont souvent la cause du peu d'attractivité d'un travail, mais ce n'est pas le travail en tant que tel. Ensuite, maintenant, alors, si vous avez du travail de nuit ou du travail absolument indispensable, qui n'est pas attentatoire à la santé et qui ne trouve pas preneur, là, il faudra faire du service civique. Moi, je ne vois pas d'autre solution que le service civique. Et ça me paraît parfaitement possible. Parce qu'à partir du moment où l'économie, c'est plus il, c'est plus les autres, c'est plus des gens qui sont lointains et qui décident à notre place, etc. Mais c'est nous, eh bien, ça va faire comme le suffrage universel. Ça va susciter des institutions qui vont faire que nous assumerons collectivement ces exigences économiques à travers de l'éducation civique qui s'enrichira de la maîtrise de l'économie et pas simplement du fonctionnement institutionnel du pays à travers des formes d'éducation, je ne sais pas, il n'y a pas de personnel d'entretien dans les écoles, où l'entretien est fait par les écoliers eux-mêmes pour que l'on s'habitue à assumer des choses. Bon, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, qui est peut-être en plus faux, hein, mais c'est dire que à partir du moment où l'économie, ça n'est plus, on ne peut plus invoquer des îles imaginaires dont on a, enfin, ils ne sont pas imaginaires, ils sont dramatiquement parasitaires, mais qui nous donnent du travail, mais où c'est nous-mêmes qui assumons les exigences de la vie économique, alors je pense que des travaux, encore une fois, non attentatoires à la santé, non automatisables et absolument nécessaires, feront l'objet d'un service civique. Alors, François, ça va couper dans quelques instants, donc je te laisse vraiment poser une dernière question si tu veux, et après on accueillera Melville. Est-ce qu'il n'y aura plus d'impôts? Ah, il n'y aura plus d'impôts. Oui, ça c'est tout à fait. Vous avez fait bien de poser cette question-là. On va dire d'abord merci à François avant de donner la réponse. Merci François, merci à toi. D'accord. Au revoir. Il allait couper dans quelques secondes, donc voilà, il arrivait à son temps maximum. Donc, voilà, on peut donner la réponse donc sur les impôts. Ah oui, sur l'impôt, bien sûr. Hein. Ça c'est un point important. Si vous allez sur le site de Réseau Salariat, vous trouverez un texte qui s'appelle « Tout le PIB pour la cotisation ». L'impôt a été un instrument indispensable de la démocratie. Il est clair que les révolutionnaires ont attaché extrêmement d'importance au fait que l'impôt devienne un impôt sur les revenus de la personne, enfin, etc., pour le poser comme un élément de la citoyenneté.
et en même temps que ces citoyens imposables demandent des comptes et contrôlent leurs représentants. Mais nous avons inventé avec la cotisation quelque chose de très supérieur, parce que quel est le problème de l'impôt, indépendamment du fait qu'il est fraudé par ceux qu'il devrait viser en particulier. On sait que les entreprises du CAC 40 payent 8% d'impôts, alors que les PME en payent une trentaine de pourcents, etc. Bien. Donc il y a déjà ça, hein, c'est que tout impôt est fraudé par ceux qui devraient le payer en priorité. Mais ce n'est pas tellement ça qui me préoccupe dans l'affaire. C'est que la cotisation sociale, je vais être un tout petit peu technique, mais vous ne m'en voudrez pas, Alexandre, à ce propos. La cotisation sociale, c'est un élément de la répartition primaire, comme on dit, c'est-à-dire que le PIB se répartit entre le profit, les salaires liés au marché du travail, ça c'est deux institutions du capital, et la cotisation. La cotisation, elle n'est pas prise sur le profit, elle n'est pas prise sur le marché du travail. C'est une reconnaissance de valeur pour des gens qui produisent de la valeur en dehors du profit et du marché du travail. Les fonctionnaires, les retraités, les parents, etc., les soignants. La cotisation, elle exprime bien que nous pouvons marginaliser le profit et le marché du travail. Alors que l'impôt, c'est de la redistribution. Et l'impôt, il va être considéré comme un correctif du profit et du marché du travail. On va taxer le capital comme le travail, comme on le dit, c'est-à-dire qu'on va légitimer l'assiette de l'impôt. S'il n'y a plus de profit, alors il y aura moins de sous pour la Sécu. S'il n'y a plus de marché du travail, il y aura moins d'argent pour la sécurité sociale. Alors que la cotisation, en marginalisant l'impôt, la propriété lucrative et le marché du travail, ouvre la voie à sa généralisation à tout le PIB, parce que la cotisation, ce n'est pas une taxe sur le capital, ce n'est pas une taxe sur le travail, c'est une création ou une distribution monétaire alternative au profit et au marché du travail. L'impôt, lui, parce qu'il est redistributif, suppose qu'il y ait déjà une distribution de profits et de salaires liés au marché du travail. Et certes, il corrige au nom de la justice sociale, au nom du non-marchand, etc., les résultats de cette répartition dans la seule logique du capital, un profit et marché du travail, mais il ne le rend pas illégitime. Au contraire, il le légitime. C'est pour cela que les réformateurs sont tellement attachés à remplacer la cotisation sociale par l'impôt. Alors TVA sociale ou CSG, on peut ensuite discuter, mais le principe est le même. TVA sociale ou CSG, c'est de supprimer ce que la cotisation offre de pratiques et d'arguments pour en finir avec le marché du travail, et donc généraliser le salaire à vie, la qualification de la personne, et avec la propriété lucrative en généralisant la propriété d'usage et la cotisation économique. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, sur Internet ici et maintenant, excusez-moi, ici et maintenant.com. Pour intervenir en direct, 08 92 23 95 20. On accueille Melville. Bonjour Melville. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour monsieur. On t'écoute Melville. Oui. Simplement, c'était un petit peu rétroactif. Hein. C'était au niveau de l'intervention de Jacques, je crois, tout à l'heure. Oui, le cadre. Parce que entre le temps, j'ai téléphoné, etc. Donc j'ai pas trop suivi l'émission, puisque j'ai coupé la radio. Au niveau des personnes surdiplômées, j'en fais partie. C'est un handicap. Je suis un homme de 47 ans. Et à l'époque, dans les années 80, va-t-on dire, on voulait absolument que les jeunes Français, ou même je pense que c'était étendu à l'Europe, obtenaient un maximum de diplômes. Mais pourquoi faire? Actuellement, je pointe à
Pôle emploi. Je n'ai plus aucune ressource. J'ai galéré, je continue à galérer, puisque je fais des vacations, des remplacements, etc. Ce sont des mois en dents de scie. Là, j'en arrive à aller des rendez-vous avec le plus petit diplôme que j'ai obtenu afin d'être accepté. La base. J'ai eu des rendez-vous Pôle emploi. On m'a dit, monsieur, vous êtes surdiplômé, vous avez 47 ans, vous avez la façon de faire, vous faites tort à vos recruteurs ou recruteuses qui ont une vingtaine d'années. C'est très difficile. Je me suis rétrogradé au niveau de ce que j'ai pu apprendre et obtenir au niveau diplôme. Maintenant, j'en suis à la base. Actuellement, je n'ai plus aucune ressource. J'ai heureusement fait des petites économies qui me permettent encore de vous appeler. C'est un luxe. Mais en contrepartie, les sorties, la cigarette, tout ça, c'est verboten. J'achète moins de vêtements, uniquement quand j'en ai besoin. Et en gros, on m'a fait comprendre que j'étais en pleine force de l'âge. Je ne suis pas malade. J'ai une prestance. Alors, va-t-on dire maintenant, lorsque je me déplace pour un rendez-vous professionnel, j'en suis venu à m'habiller très humblement. C'est-à-dire pas sale, mais avec des trucs usés. Je baisse la tête. Et je sors le plus petit diplôme. Avant, j'arrivais avec mon pressbook. Les personnes, vous avez travaillé, vous avez ci, ça, mais ils ont peur, les employeurs. Ils ont la trouille. Alors maintenant, j'y vais simplement avec mon tout petit diplôme, le tout premier, parce qu'il en faut un quand même. Mais j'y vais propre, mais très humble. Alors c'est-à-dire que toutes les études que j'ai repiquées après, jusqu'à une trentaine d'années, voire 31, 32, ne servent à rien et me desservent. Parce que ces gens-là, s'ils vous demandent, alors il y a une chance sur deux, soit ils vous demandent, vous venez avec votre diplôme, votre RIB, machin truc. Ça c'est bon pour les remplacements, les vacations. Alors par contre, si vous demandent les derniers employeurs, tout est marqué dessus. Certificat de travail, etc. Le pressbook. Ils disent, effectivement, mais en gros, vous allez nous coûter cher. Alors que moi, je ne parle même pas d'argent. Je ne parle pas de ça. Et c'est une utopie complète. À savoir qu'on vous évalue en valeur marchande. Et c'est pas bien. Alors, Melville, il y a beaucoup de monde en attente et on s'approche de la fin de l'émission. Donc, est-ce que tu as une question précise à poser ou est-ce que tu veux entendre la réaction de Bernard Friot sur ce que tu viens de dire? Bon, Bernard, allez-y. Je vous écoute. Merci beaucoup, Melville. Tout comme Jacques, vous montrez très bien ce que c'est que le travail d'appauvrissement de soi qu'exige le marché du travail. Lorsque vous parlez de montrer votre plus petit diplôme, d'aller en habit usé, très humble,
que vous dire, hein, sinon, mais il faut supprimer le marché du travail. Le marché du travail est une institution inhumaine, totalement inhumaine, qui empêche l'expression de ce que nous sommes. J'ai été amené à lire récemment un ouvrage d'un collectif de personnes qui, comme vous, comme Jacques, alternent des périodes de chômage, des périodes de travail en maquillant leur diplôme ou le refusent et s'efforcent de produire dans les milieux informatiques où c'est encore possible, sur le net, enfin des éléments qui leur permettent de vivre. Ils m'ont demandé d'écrire la postface d'un ouvrage qu'ils ont appelé « Chôming Out ». Vous vous rendez compte la trouvaille « Chôming Out ». Nous ne voulons plus être des chômeurs souterrains, des chômeurs qui refusent le marché du travail, mais de manière souterraine. Maintenant, nous voulons affirmer. Nous voulons faire notre chôming out. Nous voulons affirmer que l'on peut et que l'on doit travailler en étant libéré du marché du travail, de l'évaluation de ce que nous pourrions faire par des recruteurs, etc., etc. Nous avons droit au salaire à vie. C'est vraiment décisif. Voilà, merci. Entièrement d'accord, Bernard. Merci beaucoup, Melville, pour ton témoignage et ton intervention. Je coupe là parce que... Oui, et il nous reste moins de 10 minutes pour faire passer deux auditeurs, ouais. donc on va essayer de faire ça au plus vite. Merci pour tout. Merci. Continuez bien la radio. Merci beaucoup, Melville. Merci à toi. Et merci, Bernard. Merci pour votre compris, témoignage. Bernard. Merci. Au revoir, Melville. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. Alors, on a Léa et Hakim qui sont en attente. Comme il nous reste moins de, on va dire 10 minutes, je vais les faire passer en même temps et comme ça, chacun pourra s'exprimer en même temps plutôt que d'avoir cette division. Voilà, vous avez 10 minutes. Alors, il y en a un des deux qui a fait des petits bruits avec son téléphone. Je ne sais pas si c'est Melville, si c'est Léa ou Hakim. Est-ce que c'est toi? Bon, alors, tu commences, Léa, tu vas poser ta question en premier. Bonjour à toi, déjà. Des questions, j'en ai beaucoup. Oui, mais là, il nous reste 10 minutes. Hein, donc, bonjour à tous, bonjour Bernard Friot. Bonjour. Alors, pour ce qui est de s'approprier les moyens de production, j'en suis. Hein. D'accord. Mais pour autant, je ne vois toujours pas bien, dans ce que vous nous proposez, comment ça se passe après. Alors, notamment en ce qui concerne la gestion de ces entreprises. Et puis, ce qui me préoccupe aussi, c'est ce que vous appelez les caisses, pour aller très vite. Et qui les gère? Est-ce que... si j'ai bien compris, c'est l'État. D'où la prééminence, d'ailleurs, dans votre proposition, moi je comprends que vous mettez la prééminence au politique par rapport à l'économique. Je voudrais que vous le reprécisiez, parce que tout à l'heure, ça n'était pas clair. La question de... je veux dire, ce qui est compliqué, c'est de... ça ne suffit pas, quoi. Il faut la démocratie dans les entreprises, mais dans toute la société. Parce que, je ne vais pas avoir le temps, parce que s'agissant du travail, moi, il y a quelque chose, et s'agissant de toutes les saloperies, les autres, qu'a produit le capitalisme, elle ne me semble pas complètement réglable parce que vous proposez. Pour moi, la question de la finalité du travail est importante. Pourquoi je travaille, à quoi ça sert, et je devrais le dire autrement, la question de l'adéquation entre les besoins de la population, et d'abord les plus vitaux, et ce qu'on produit en biens et en services, comment cette population le contrôle pour que ce soit effectif. Ce qui n'existe pas du tout dans le capitalisme, mais ce qui produit, le capitalisme non seulement ne répond pas à nos besoins, mais en plus, il produit des nuisances. Donc tout ça, ça n'a pas été abordé. Ça ne me semble pas réglé par ce que vous nous dites. J'aimerais là-dessus reprendre la question de l'alimentation, l'agriculture actuellement, elle est subventionnée. Vous avez vu le résultat?
on s'empoisonne en mangeant, les terres sont épuisées, donc ça résout pas tout. Voilà, enfin, je m'arrête là, je vous écoute. Merci pour cette question. Réponse de Bernard Friot. Et après, on accueillera Hakim. Alors, s'agissant des caisses d'abord, les caisses, ce n'est pas l'État, bien sûr. Hein. La sécurité sociale, d'ailleurs, quand elle est créée, c'est pas l'État. Oui, mais justement. C'est les réformateurs qui ont voulu. De quel sécu parle-t-on? De quand, oui. Alors, les caisses entre 47 et 67, elles sont gérées par une majorité de salariés élus. Oui. Et jusqu'en 60, ce sont les salariés, c'est De Gaulle qui, comme grand adversaire de la sécurité sociale, va évidemment les ordonnances, tout ça. Oui. Mais dès 60, il inverse les pouvoirs relatifs des directeurs de caisse et des conseillers d'administration, et les directeurs ne sont plus élus. Jusqu'en 1960, les directeurs des caisses de sécurité sociale sont élus par les administrateurs qui eux-mêmes sont élus et sont majoritaires dans les caisses. Il faut revenir à tout cela, c'est évident. Donc ça, c'est pas l'État, hein, c'est bien le contrôle citoyen qui exerce, qui suppose... C'est fondamental. Hein. Pardon ? C'est fondamental. Oui, tout à fait. Hein. Donc mobilisons-nous. Ah, mais bien sûr. Hein. Soyons actifs et... Voilà, la prééminence du politique, c'est pas la prééminence de l'État, hein, c'est la prééminence de notre exercice du politique. Ça, je suis d'accord. Maintenant, sur la question que le fait que changer de propriétaire, c'est pas ça qui va changer ce qu'on produit. Mais c'est tout à fait vrai. Donc, je suis bien d'accord avec vous. Il ne suffit pas de changer de propriétaire. C'est une condition indispensable, parce que tant que de toute façon, que c'est, je sais pas quoi, tant que c'est que la famille Peugeot qui décide des transports, il n'y aura jamais de train. Hein. Donc, bien sûr. Hein. Donc, il faut changer les propriétaires et que nous devenions les propriétaires, mais il faut aussi changer la mesure de la valeur. C'est un point qu'on n'a pas du tout pu aborder, en tout cas cette fois-ci. On l'avait abordé la dernière fois. La question de la mesure horaire de la valeur. Voilà. Une des dimensions, ce n'est pas la seule, mais une des dimensions décisives du fait que le capitalisme est une espèce de fuite en avant dans des marchandises dont beaucoup sont nuisibles. Et vous avez souligné à juste titre les enjeux écologiques en cause. Une des raisons, mais une des raisons majeures, c'est que la mesure de la valeur, c'est le temps de travail. Je l'ai abordé brièvement en parlant de la valeur travail. Si vous mesurez la valeur par le temps de travail, chaque capitaliste va avoir intérêt à réduire le temps de travail par unité produite, puisque, mettons qu'il faille 2000 heures pour produire une voiture, mon chiffre est parfaitement imaginaire, et donc que le prix de marché de la voiture, ce soit 2000 heures, chaque capitaliste va intérêt à la produire en 1800 heures, parce qu'au profit qu'il tire déjà des 1800 heures qu'il exploite des salariés, il va ajouter 200 heures de plus-value supplémentaire. Quand tout le monde sera aligné, parce qu'évidemment les concurrents vont s'aligner sur 1800, on passera à 1600. Et quand on sera à 1600, ce sera 14, puis 1200, puis 1000, puis 800. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il y a une folie de la réduction du temps de travail par unité produite qui a un effet totalement contradictoire, c'est que ça met en cause le taux de profit, puisque le taux de profit dépend de la part dans le capital avancé du travail vivant, enfin de ceux qui, parce qu'ils sont des travailleurs vivants en chair et en os, produisent de la valeur. Or, si on veut réduire les travailleurs en chair et en os dans les usines, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, etc., il faut multiplier les machines, c'est-à-dire des choses qui ne produisent pas de valeur, qui transmettent leur valeur aux produits nouveaux à travers l'amortissement, mais qui ne produisent pas de valeur. Donc du coup, cette dynamique folle de réduction du temps de travail par unité produite fait que pour tenter de contrer la baisse du taux de profit, le capital va multiplier quantitativement la valeur économique à travers la multiplication des marchandises. Donc tout ça n'est pas du tout inarrêtable, on peut l'arrêter, on ne peut pas l'arrêter par le seul changement de propriété, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut l'arrêter par un changement dans la mesure de la valeur. Qu'est-ce qui vaut ?
hein. Et on a déjà fait ce changement, puisque je vous rappelle que lorsque dans le PIB, dans le produit intérieur brut, on mesure la valeur de la production de l'administration, la valeur de la production des services publics, qu'est-ce qu'on fait? On prend la somme des salaires des personnels. Qu'est-ce que c'est que la somme des salaires de fonctionnaires? C'est la qualification personnelle, ce sont des gens qui ont un grade. C'est-à-dire qu'on mesure la valeur par la qualification du producteur. Si on mesure la valeur par la qualification du producteur, ça va complètement changer. Ce n'est pas parce que le peuple va devenir vertueux, moi je ne crois pas au peuple vertueux, ça c'est des illusions. Je crois aux institutions qui permettent de changer le sens de notre destin collectif. Et donc si, à la place de la mesure de la valeur par le temps, nous mesurons la valeur économique, hein, par la qualification des producteurs, alors nous allons pouvoir sortir de cette course mortifère à l'abîme, hein, de la marchandise capitaliste. Voilà, Léa, alors je suis vraiment désolé, il nous reste trop peu de temps. On va accueillir Hakim dans un instant, donc tu ne pourras pas poser d'autres questions. Mais on refera sans aucun doute une émission avec Bernard Friot dans les semaines ou les mois à venir. Donc tu pourras poser toutes tes questions en appelant un peu plus tôt la prochaine fois, d'accord? Bon, merci. Merci Léa, merci à toi pour ta question. Léa. Vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant et on va finir cette émission avec Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour. Bonjour. Ok, ah bah super, voilà. Bonjour Monsieur Friot. Alors voilà, moi en fait j'aurais, bon bien sûr comme tout le monde, beaucoup de questions. D'ailleurs je m'en veux de ne pas avoir, finalement je pense que j'aurai toutes les réponses dans votre livre. Oui, faisons la bataille du livre, promouvons le livre, oui. L'enjeu du salaire, puissance du salariat, l'enjeu des retraites. Voilà, on finira l'émission en rappelant tous les livres. Ah, bah, merci bien. Voilà, donc ma question principale, j'en ai plusieurs, mais je vais quand même poser la question principale. Il y a eu des accords sur la flexisécurité oui. qui ont été signés. Ensuite, donc, théoriquement, il devait y avoir plus de sécurité pour les chômeurs. Ensuite, la Caisse des comptes, la Cour des comptes annonce que finalement, la Caisse chômage est en déficit et que voilà, il y a encore un déficit. Alors voilà, ce que je voulais vous demander précisément, c'est que je me rappelle, en 2003, il y avait eu la Caisse d'assurance chômage, ils appellent ça comme ça. Ils avaient fait un emprunt, sur le marché privé pour combler le déficit de l'UNEDIC. Et alors que, a priori, moi, dans ma mémoire, c'était les cotisations sociales qui devaient théoriquement financer les caisses de l'UNEDIC. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait une loi européenne qui interdisait aux institutions publiques, alors je ne sais pas si la sécurité sociale est une institution, mais théoriquement si, est-ce qu'il y a des lois européennes qui interdisent à l'UNEDIC ou à d'autres, comme la caisse de santé ou la caisse de retraite, qui obligent maintenant à emprunter en cas de déficit, qui obligent d'emprunter dans le privé et non plus... voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais bon, j'essaie. Ben, disons qu'on a actuellement un mouvement contradictoire, c'est-à-dire que, évidemment, et on le voit aussi pour l'impôt, mais c'est pareil pour la cotisation, un propriétaire de titres financiers qui est actionnaire d'une entreprise va freiner des cas de fer pour toute hausse du taux de cotisation à l'UNEDIC ou à l'assurance maladie. Parce que ça va obliger précisément ces institutions, à défaut d'une hausse de leur taux de cotisation, d'emprunter sur les marchés financiers. C'est pour cela que, comme j'y ai fait allusion en début d'émission, Juppé, en prenant acte du fait que les taux de cotisation n'augmenteraient plus, ça nous sommes vraiment dans un postulat tout à fait scandaleux, mais qui continue encore, a créé la CADES, c'est-à-dire une caisse qui va aller emprunter sur les marchés financiers pour la sécurité sociale. Il n'y a aucune loi qui l'interdise, ça. Au contraire, les capitalistes ont tout intérêt à ne pas payer de cotisations sociales et à consentir des prêts qui vont leur rapporter des taux d'intérêt considérables. C'est le même raisonnement que pour l'impôt. Mais, et c'est là qu'il y a effectivement contradiction, nous sommes dans un tel déficit public du fait du transfert des déficits privés vers les déficits publics auxquels on assiste depuis 5 ans, prétendument pour sauver le système bancaire, alors qu'il faudrait prendre acte qu'il est mort et passer justement à autre chose, puisqu'on l'a déjà fait avec la cotisation sociale, eh bien, vous avez maintenant des voix qui effectivement disent qu'il ne faut pas
que les services publics, etc., empruntent. Alors peut-être que ça va, alors je n'attends rien de ces voix-là de toute façon, mais ça va dans le même sens de l'argument, de fait disons, c'est un hommage du vice à la vertu on va dire, ça va dans le même sens de l'argument que j'ai soulevé, que j'ai tenu cet après-midi, c'est-à-dire que l'emprunt n'est absolument pas nécessaire, c'est nous qui produisons la valeur, c'est à nous de nous l'approprier par une hausse du taux de cotisation et non pas de maintenir des taux de cotisation à un niveau trop bas qui va nécessiter que ceux que d'autres vont s'approprier la valeur à notre place et ensuite nous emprunter, nous prêter, je veux dire, aux conditions qu'ils voudront. La cotisation, c'est le substitut de l'emprunt et ça doit conduire à une suppression de tout crédit, en tout cas pour l'investissement. Donc c'est pas comme par exemple quand la France empruntait à la Banque de France et ensuite il y a eu l'interdiction d'emprunter sur les marchés publics et l'obligation d'emprunter sur les marchés privés pour l'État. Alors là, vous faites allusion à autre chose. Cette autre chose, c'est quelque chose qui est une pratique qui va s'imposer progressivement au cours du XXe siècle, qui est plus ancien que la date qu'on invoque de temps en temps de 1973, etc., etc., et qui consiste effectivement au départ, nous avons une juxtaposition de la création monétaire par la Banque de France et de la création monétaire par les banques commerciales. Et puis progressivement, il y a une interdiction de création monétaire par la Banque de France qui simplement entérine en quelque sorte par le refinancement la création monétaire par les banques commerciales. Bon, évidemment, il faut absolument en finir avec cela. Et c'est bien qu'on puisse terminer l'émission sur ce bref point de création monétaire. Le problème n'est pas de confier la création monétaire à la Banque centrale, parce que nous sommes toujours dans une logique du crédit. Fut-il crédit pour l'État et à taux zéro? Il faut supprimer le crédit. Et donc que la création monétaire ne soit pas ni la Banque centrale, ni les banques commerciales, mais que ce soit des caisses. Mais là, on revient à la question de Léa, qui gère les caisses, etc. Bien sûr, tout ça, c'est toutes des questions ouvertes, bien sûr. Moi, j'ouvre des tas de pistes, et seule la délibération collective peut y répondre. Je n'ai pas la science infuse. Ces caisses vont créer de la monnaie, en anticipant la valeur nouvelle, puisque c'est ça que fait la création monétaire, vont créer de la monnaie à l'occasion de l'attribution des qualifications et non pas à l'occasion du crédit bancaire. Voilà, et on va devoir s'arrêter là puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Merci énormément, Hakim, merci à toi. Oui, et merci à vous, et merci M. Friot d'être aussi lutteur. C'est bien parce qu'on vous voit partout et il en faut. Merci. Merci, au revoir. Merci Hakim, au revoir. On voit partout sur Internet, surtout parce qu'à la télévision et dans les grands médias, je ne crois pas qu'on vous voit beaucoup. En même temps, c'est normal, on en a parlé tout le long de la journée. Ils ne vont pas vous inviter pour démonter leur système, c'est certain. Bien, merci infiniment Bernard Friot. Je me joins à tous les auditeurs qui vous ont remercié pour vous remercier à nouveau. Merci beaucoup pour ces interviews que vous nous avez accordées. Je vais citer vos livres donc, aux éditions La Dispute. Bernard Friot a écrit 3 livres, L'enjeu des retraites, L'enjeu du salaire et Puissance du salariat. Donc c'est ces 3 livres que je cite, L'enjeu des retraites, L'enjeu du salaire qui lui est paru en 2012 et Puissance au pluriel du salariat aux éditions La Dispute. Merci beaucoup de m'avoir invité sur un si long laps de temps où on peut se faire avoir le temps de s'exprimer. Merci beaucoup. Si vous êtes partant, on renouvellera l'émission dans quelques semaines ou quelques mois. Très volontiers. Quand vous aurez le temps. Je sais que vous avez un agenda assez chargé. Encore une fois, merci beaucoup Bernard Friot et à très bientôt. Merci de votre invitation. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. Dans quelques instants, le magazine Santé et Spiritualité. Merci à tous de votre écoute et à très bientôt. Ici et maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux. Laurent avec vous, bonjour à tous. Une annonce vous concernant, je vous propose un atelier conférence qui aura lieu dans les locaux de la radio le lundi 25 février